De retour dans l'African Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous. Notre invité, expert international en développement, ancienne ministre du Bénin, Rekia Madougou, ainsi que nos éditorialistes Daoud Attal et Jean-Marie Bitomo. 268 millions d'euros, c'est le montant du financement de la BAD accordé à l'État tunisien dans le cadre de son plan de développement 2016-2020, notamment pour le renforcement du secteur financier. C'est un sujet d'Omo Keltsumba. La Banque africaine de développement et l'État tunisien ont paraphé une convention de financement relative au programme d'appui à la modernisation du secteur financier 2016-2017. Le montant du prêt avoisine 268 millions d'euros, soit l'équivalent de 645 millions de dinars, remboursable sur 25 ans avec un taux d'intérêt de 0,56%. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'appui au budget de l'État tunisien, dont l'objectif principal est de renforcer le secteur financier, notamment dans le cadre du soutien aux projets de développement. Il y a un double objectif dans le prêt de plus de 300 millions de dollars, c'est-à-dire 260 millions d'euros que la Banque africaine de développement accorde aujourd'hui à la Tunisie dans le cadre du programme d'ajustement du programme du secteur financier et de la correction des outils financiers. Elle vise quatre grands chantiers de réforme, la réforme fiscale Tunisie, la réforme du code d'investissement, la réforme de la caisse de compensation. Selon l'évaluation de l'économie tunisienne par le Fonds monétaire international, l'offre des services financiers reste peu développée et le système bancaire demeure fragile. Le ratio des fonds propres s'établit au-dessous des exigences réglementaires et les prêts improductifs du secteur bancaire restent élevés avec un taux de 15,8%. Selon de nombreux experts, le passage d'une économie à faible coût à un hub économique ne peut se faire qu'à travers la réforme du secteur financier. Et il faut aussi que le système bancaire s'adapte à la réalité sur le terrain. Il faut qu'il aille vers l'activité économique, quelle qu'elle soit commerciale, qu'elle soit évidemment agricole. Donc il faut aller dans les petites villes, dans les champs, dans les campagnes et proposer des moyens qui s'adaptent à cela. Rappelons qu'en novembre 2015, la Banque africaine de développement avait accordé à la Tunisie un financement à hauteur de 377 millions de dinars. Objectif, accompagner le pays vers une croissance accélérée et inclusive en matière de développement régional et de mise en place d'un environnement propice à la création d'emplois. Cela veut dire quoi, renforcer son secteur financier, multiplier les services, les rendre plus accessibles à la population ? C'est exactement ce que la Tunisie cherche à faire, Amira, dans la mesure où on sait que dans les stratégies financières, une stratégie financière, c'est la politique financière, si vous voulez, monétaire et financière qui soutiennent l'économie d'un pays. Donc dès l'instant que vous mettez en place, c'est-à-dire on parle souvent de stratégies, des bonnes stratégies monétaires, des bonnes stratégies financières, ce sont des stratégies qui sont des stratégies à succès, à condition derrière de bâtir des stratégies, si vous voulez, opérationnelles, qui sont des stratégies sectorielles qui vont soutenir l'économie en tant que telle. Donc ça voudrait dire quoi? Ça permettrait éventuellement, si vous voulez, à la Tunisie qui sort déjà, ça il ne faut pas l'oublier, qui sort, si vous voulez, d'un passé qui est vraiment catastrophique, de reconstruire le secteur financier parce que avant, si vous voulez, les événements que nous avons connus en Tunisie, la Tunisie était déjà relativement bien placée dans le domaine. Donc il y a une expertise. Mais maintenant, cette expertise-là, il faudrait l'adapter par rapport aux nécessités économiques de la Tunisie en tant que telle. Parce que moi, il y a une chose sur laquelle je reviendrai qui m'intéresse là-dessus, c'est le rôle de la BAD, si vous voulez, dans ce prêt-là. Vous avez entendu, j'ai critiqué sur ce plateau à plusieurs reprises, si vous voulez, les taux auxquels les économies africaines contractaient, si vous voulez, les financements auprès des bailleurs de fonds internationaux. Et j'ai toujours dit sur ce plateau, c'est que la BAD doit être le bras séculier de financement des économies africaines. Ici, là, on nous parle de 0,5% de taux d'intérêt. Je prends, par exemple, le delta qu'il peut y avoir entre l'emprunt qui a été contracté chez moi au Cameroun, qui a été contracté à 8,9%, 8,6%. Est-ce que vous voyez le delta? Maintenant, il faut que les chefs d'État africains sachent qu'on peut laisser notre souveraineté de côté quelque part et nous unir et donner, si vous voulez,
les moyens nécessaires pour pouvoir financer nos économies de manière efficace, construire les filières nécessaires dans nos économies avec le minimum, parce que nous savons tout ce que pèse la charge de la dette, si vous voulez, dans ces emprunts-là qui sont contractés à l'extérieur. Qu'on laisse la Banque africaine, qui a aujourd'hui une image, une solide réputation dans l'économie internationale, de pouvoir contracter l'argent au bénéfice des États. Et notre invité parlait tout à l'heure de la redistribution. Vous voyez le delta, c'est-à-dire de 7 ou 8 points de charge de la dette, c'est-à-dire en termes de taux d'intérêt, c'est énorme. Ça peut contribuer, comment dirais-je, à financer d'autres investissements productifs ou des investissements sociaux sur place. Donc le rôle de la BAD, il est fondamental aujourd'hui. Il est nécessaire que les États africains lui donnent, si vous voulez, les moyens encore pour aller beaucoup plus loin que ça. Madame Madougou, rappelez qu'un secteur financier fragile freine considérablement le développement de nos économies. Absolument, et d'ailleurs, votre éditorialiste le disait tantôt, vous savez, la vitalité et la viabilité d'une économie est fondamentalement basée sur les stratégies financières et monétaires de ce pays-là. Ce que je voudrais dire effectivement, c'est qu'il est important de rappeler le rôle avant-gardiste que joue aujourd'hui la BAD dans nos économies, hein, surtout dans les pays. Et rappeler que obtenir des ressources sur le marché des capitaux à des taux concessionnels ne peut que renforcer le financement de l'économie à la base. Parce que ce qui se passe davantage, c'est que lorsqu'on parle d'exclusion financière, c'est parce que effectivement, les établissements financiers, le secteur financier n'arrive pas à trouver des ressources bon marché, si vous permettez que je parle en termes terre à terre pour les auditeurs, eh bien, pour les téléspectateurs, eh bien, si vous ne trouvez pas des ressources bon marché, bah, évidemment, vous allez prêter des ressources à des taux d'intérêt prohibitifs aux entreprises. Et donc, l'économie ne sera pas fluidifiée, ne va pas tourner. Or, ici, on nous parle d'un emprunt et on nous parle de taux de 0,56%. On nous parle même d'un différé accordé de 7 ans sur déjà 25 ans de dette. Et donc, vous imaginez bien que dans des conditions pareilles, on ne peut qu'aboutir à une sorte de fluidité de l'économie. Et je m'en voudrais de ne pas rappeler qu'aujourd'hui, lorsque la Tunisie a contracté ses ressources, la Tunisie a bien dit les deux axes stratégiques majeurs sur lesquels je voudrais vraiment agir, c'est d'une part l'inclusion financière et principalement d'ailleurs l'accompagnement des très petites entreprises et de la mésofinance, parce que finalement on s'est rendu compte que la plupart de nos entreprises, pour ne pas dire l'écrasante majorité de nos entreprises en Afrique, que ce soit au nord comme au sud du Sahara, sont des très petites entreprises, sont des petites entreprises. Or, en face, on a un système financier qui ne répond pas à leur typologie, à leurs besoins. Et le fait maintenant d'aller vers des ressources accessibles, c'est-à-dire le développement d'un marché de capitaux qui permet de financer la petite économie, mais c'est génial pour nos économies et c'est génial pour nos petites entreprises. Douda, peut-être revenir sur le montant de cette somme, 268 millions d'euros. Comment appréciez-vous cette enveloppe financière ? Bon, moi, les enveloppes, ça me parle pas, ça me dit pas grand-chose. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait et l'impact que ça a sur le développement. Ça a été rappelé, l'effet de levier de tous ces financements, parce que s'il n'y a pas d'impact réellement positif avec un effet d'entraînement sur l'économie, bien entendu, vous pouvez mettre 100 milliards de dollars, ça va pas apporter grand-chose. Or, comme l'a rappelé Jean-Marie, le service de la dette, c'est-à-dire le nominal plus les intérêts, représente quand même quelque chose qui asphyxie le plus souvent les économies africaines, y compris la Tunisie, puisque emprunter à ces taux-là, c'est très très important. Donc en soi, le montant n'est pas si important que ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais ce qui me rassure à ce niveau-là, c'est qu'il est prévu des réformes au niveau de la fiscalité. Il est prévu également d'améliorer l'accès en Tunisie au financement à la fois des jeunes, des femmes et pour le secteur agricole. Donc à mon avis, c'est là la base même du développement et je pense que les autorités ont bien vu, en espérant que les impacts suivent. Il reste dans notre partie économique, puisque le Nigeria, première puissance africaine, connaît une forte inflation. Le pays traverse depuis près de 3 ans une pénurie de devises inquiétante que les autorités ont tenté de déjouer en prenant des mesures, parmi lesquelles la plus récente, bien évidemment, l'introduction de la flexibilité du Naira. Contre toute attente, cette mesure a entraîné une forte inflation, un taux jamais atteint depuis 10 ans. C'est un sujet de Siam Lo Victoria Sedji.
Une forte inflation se fait sentir au Nigeria, la première puissance économique de l'Afrique. Les coûts de l'électricité, du transport et des denrées alimentaires montent en flèche. Le Nigeria, qui traversait depuis près de 3 ans une pénurie de devises, se voit acculé par une récession économique inquiétante. Le naira dégringole et se fixe à 245 pour $1 sur le marché officiel. Risque de contraction économique selon des experts, au regard de la politique budgétaire déficiente et de la diversification très peu prononcée de l'économie. Tout ce qui vient de l'extérieur coûte plus cher, systématiquement. Et comme vous êtes dans une économie où il y a beaucoup de transactions en devises, en réalité, tout ce qui est exécuté en devises est systématiquement plus cher, ce qui explique tout de suite l'inflation que connaît aujourd'hui le Nigeria, qui est la conséquence directe de sa politique de change qui vient juste de changer. Fin juin, le Nigeria avait rendu sa monnaie flexible, la dévaluant à un taux de 199 naira pour $1. En décidant d'introduire un marché de change interbancaire libre, la Banque centrale du Nigeria avait pourtant tenté d'aider le pays à redresser son économie en réduisant la fragilité de la devise nigériane sur le marché interbancaire. Seulement, l'opération était risquée selon des analystes. Le contre-coup de cette mesure s'avère dur pour le pays qui voit ainsi l'inflation monter à 16,5%, un niveau jamais atteint depuis 10 ans. Si on a une banque centrale qui a une politique monétaire qui n'est pas suffisamment lisible, en fait, on encourage entre guillemets les effets spéculatifs, on encourage entre guillemets, on va dire les décisions court terme, et ce qui ne va pas dans le sens de la stabilité monétaire à long terme en réalité. Et je pense qu'il y a aussi besoin au Nigeria, et surtout de rassurer les partenaires, de rassurer les investisseurs, de rassurer les banquiers sur une stabilité de la politique monétaire dans sa globalité. Le Nigeria a pourtant les moyens macroéconomiques de diversifier son économie. Le deuxième producteur de pétrole en Afrique devra miser sur l'introduction de réformes budgétaires efficientes et pérennes, renforcer la politique d'investissement, travailler à fructifier sa productivité et s'employer à maîtriser cette hyperinflation sont entre autres les grands défis que la Banque centrale nigériane devra relever si elle veut faire baisser l'inflation. Daouda, on nous avait pourtant expliqué que cette flexibilité du Naira permettrait au Nigeria de se relever un peu. On en est au tout le contraire là, puisqu'on voit très bien que les conséquences ont été très rudes, particulièrement rudes, notamment pour la population nigériane qui a vu les prix des denrées de première nécessité augmenter à vue d'œil. Oui, après, il faut isoler l'effet immédiat. C'est vrai qu'en économie, quand on prend des mesures qui concernent la politique monétaire, on ne s'attend pas à des résultats efficaces tout de suite. Donc je pense que... On a eu des conséquences néfastes tout de suite. Oui, ça c'est normal. C'est justement l'effet immédiat qui peut être négatif. Donc quand on baisse la valeur d'une monnaie, évidemment, il faut s'attendre à ce qui est l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est une hausse des prix suivie d'une dégradation du pouvoir d'achat. Vous pensez que sur du long terme, cette mesure pourrait avoir de bonnes conséquences? Ça peut avoir de bonnes conséquences, mais il y a des conditions quand même. Ça peut avoir... Aujourd'hui, déjà, pour expliquer qu'il y a cet effet immédiat négatif, hausse de l'inflation, parce que l'économie nigériane est beaucoup tournée vers l'extérieur. Il y a beaucoup d'imports. Et donc, quand votre monnaie est baissée, il vous faut une quantité de monnaie plus importante pour acquérir les biens que vous importez. Donc c'est là le problème. Par contre, si on diversifie l'économie et que les consommateurs achètent ce qui est produit localement, dans ce cas-là, c'est intéressant. Et d'ailleurs, le fait que la monnaie, le Naira, soit plus faible aujourd'hui que ce qu'il était avant, ça va inciter les Nigérians à ne plus se tourner vers les marchés extérieurs pour acheter. Et du coup, ils vont acheter local puisque leur pouvoir d'achat étant moins important. Je pense que c'est ça le but. Vous êtes optimiste quant à la situation économique du Nigeria. Enfin, tout à fait, parce que c'est ça le but de cette politique monétaire. C'est d'inciter à acheter local, mais à condition que l'économie soit diversifiée, sinon ça ne marchera pas. Madame Madougou, vous partagez l'optimisme de Daouda? Je suis une optimiste née, mais j'ai un petit doute. Mon doute, il est à 2 niveaux. Premièrement, j'ai le sentiment qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Vous savez, une politique monétaire dans un pays a besoin de rassurer les partenaires, a besoin de rassurer les investisseurs. Et la santé d'une économie, justement, est fortement tributaire de la stabilité de la politique monétaire. Or, ici, on a le sentiment que cela a créé plutôt une distorsion au niveau de l'économie. Et j'espère
j'espère qu'effectivement, à long terme, parce qu'effectivement, il faut dissocier les effets immédiats des impacts dans le futur, j'espère que dans le futur, cela serait davantage bénéfique pour le Nigeria. Le deuxième aspect, c'est que, en définitive, lorsque vous changez de politique monétaire en plein exercice budgétaire, vous créez en fait une sorte de dichotomie dans votre économie qui fondamentalement n'aide pas la population. Il lui fallu d'abord créer les conditions justement de cette dépréciation du naira par rapport au dollar. Il lui fallu d'abord créer les conditions d'une consommation locale parce qu'encore aujourd'hui, il manque beaucoup de biens et services que le Nigeria, évidemment, n'arrive pas à fournir, à produire et donc forcément, ils vont se tourner vers l'extérieur. Mais comment le faire lorsque votre monnaie est totalement faible? Madame Madougou, merci pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes expert international en développement, mais aussi ancienne ministre du Bénin. Merci. C'est moi. Merci à vous également, Daouda. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous également, Jean-Marie. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, cette semaine consacrée au Gabon. Le Gabon qui se prépare à une élection présidentielle le 27 août. À demain.